Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. 30% des Suisses possèdent un animal de compagnie, un animal le plus souvent choyé, aimé et pleuré lorsqu'il passe de vie à trépas. Pendant longtemps, les dépouilles de nos amis à quatre pattes étaient systématiquement envoyées à l'équarrissage et réduites en graisses industrielles. Mais aujourd'hui, de plus en plus de propriétaires font incinérer leur animal et récupèrent ses cendres dans une urne, comme pour un humain. Alors qu'est-ce que ce changement dit de l'évolution de notre rapport aux animaux? Regardez ce reportage de Patrick Léger, on en parle juste après. Bonsoir madame. Vous allez bien? Ça va et vous? Voilà, installez-vous seulement madame. Et voilà les cendres d'Artémis. Merci à la beaucoup maison. madame, merci. C'est Artémis. Il n'y a pas de quoi? Ça va avec les autres chats? Oui, ça va, Ne ça va. cherche pas trop. Hein. Non, ça va, il va. Bon, c'était quand même un chat qui était assez seul. D'accord, oui. Donc je l'ai récupéré de mon frère qui est décédé l'année passée. Et il avait 3 chats. Donc une de ses petites minettes est partie avec lui. Mhm. Et on a dû... donc j'ai récupéré ces 2 autres chats. Vivons. Ça va. On s'y fait jamais, mais c'est quand même une perte. Ça fait vraiment quelque chose. C'est important. Oui. Ah, Mhm. ça c'est mignon. Je suis une entreprise de pompes funèbres pour les animaux des compagnies. C'est-à-dire que je me déplace soit chez le vétérinaire, soit à la maison, à domicile, pour prendre en charge l'animal et l'amener ensuite au crématoire animalier de Lausanne. Ensuite, il y a des gens qui récupèrent les cendres. Ces personnes-là, je leur ramène les cendres en main propre. Pour moi, c'est une continuité de mon travail, de ma prise en charge. Chaque personne qui me téléphone pour que j'aille chez eux, dans leur intimité, prendre l'animal, ils ont aussi une histoire à me raconter. Donc je les écoute. Ça fait du bien d'être écouté quand on n'est pas bien aussi. Il y a 6 ans, à la mort de son chien, Michaela Xponer constate que rien n'existe pour accompagner les propriétaires d'animaux au moment du deuil. Elle décide alors de créer sa société. Depuis, Michaela parcourt plus de 5000 km par mois pour se rendre chez ses clients. À chaque fois que je rentre chez quelqu'un, je n'ai pas de jugement. Ce n'est pas mon deuil. Il y a une large palette, ça dépend de la spiritualité aussi de chaque personne, de ce qui se ressent sur le moment, de leur nationalité aussi, l'origine. Donc ça peut être très très différent. Il y a des gens qui mettent des foulards, il y a des gens qui mettent une écharpe ou bien un bout de linge, un doudou de leur animal en fait, des bougies. Ils se mettent des bougies ou bien des cailloux tout autour de l'animal, des dessins, des lettres, des photos. Il y a vraiment de tout. Comme tous les jours, Michaela se rend au crématorium de Lausanne. Bonjour. Elle apporte des sacs contenant les dépouilles d'animaux qu'elle a collectés. Vous prenez? Elle va les peser et les répertorier scrupuleusement en vue de la crémation. Je vais vous s'ouvrir. Aujourd'hui, Funéradog est la seule entreprise de pompes funèbres animalières en Suisse. Et les demandes affluent. Pourtant, le chemin pour y parvenir n'a pas toujours été simple. Tout au début, quand j'ai commencé, il y avait même des gens qui me disaient « Mais votre voiture, elle est comment? Est-ce qu'elle est discrète? Parce que je ne veux pas que mes voisins ils sachent que je fais appel à vos services. » Aujourd'hui, j'ai même rencontré des gens qui me disaient « Mais vous savez, ce n'est pas mon premier animal que je perds. » Mais je n'ai jamais pu en parler. Les gens ils me disent « C'est qu'un animal, en fait. Tu en achètes un autre. » Mais ce n'est pas possible, on ne peut pas remplacer. On a un lien qui, à un moment donné, n'est plus là, et puis c'est un manque. Mais la mort, même animale, doit rester cachée. Et ce n'est pas évident de faire son deuil dans un endroit coincé entre un chantier et une station d'épuration. Voilà. Bonjour. Ça va? Oui, et toi? Oui. Écoute, je me suis... Comme tous les jours, Michaela Xponer vient rendre compte à la responsable du crématorium du contenu de sa livraison. Depuis 2010, Magali Corset travaille seule dans son petit local. Et c'est à elle qu'incombe la lourde charge d'accueillir et réconforter les visiteurs. Conserver les cendres, choisir une urne,
seront aussi des décisions qui permettront d'avancer sur le chemin du deuil. Ici, une crémation avec récupération des cendres coûte en moyenne 300 francs. Au fil des années, Magali a été le témoin de toutes sortes de comportements. C'est la séparation qui est difficile. Certaines personnes sont plus philosophes ou vivent mieux le deuil ou arrivent à se détacher. Puis il y a des personnes, des fois, ça se passe assez lentement. La séparation est difficile. C'est encore la dernière représentation physique de leur animal. Donc ils ont de la peine à s'en détacher. Des fois, c'est irrationnel. Ils sont dans un choc émotionnel. Parce que même qu'on sait qu'il est mort, on a l'impression de le voir bouger, on a l'impression de le voir respirer, on a l'impression qu'il est encore vivant, en fait. On a une chambre froide, et ça peut être quelqu'un qui me demande s'il a froid, qui se préoccupe encore du bien-être de son animal, même à ce moment-là. Mais il y a des demandes que Magali Corset refuse catégoriquement, comme prélever une griffe ou une dent de l'animal, ainsi que toute forme de cérémonie. Néanmoins, la prise d'une touffe de poils reste possible. Et sur rendez-vous, les personnes peuvent assister à ce qu'on appelle l'installation, ou plus simplement, déposer leur animal aux portes du four. Où s'arrête l'accompagnement? Est-ce que l'accompagnement, il s'arrête par exemple lors de l'euthanasie quand on va chez le vétérinaire et puis on laisse le vétérinaire s'occuper de l'animal? Est-ce que pour quelqu'un ce sera peut-être de me l'amener ici et puis il va me le déposer? Et puis pour d'autres personnes, l'accompagnement va juste presque au final, on ne pourrait pas faire plus que de l'accompagner jusqu'à l'installation. Mais finalement, doit-on offrir aux animaux les mêmes funérailles qu'aux humains? Alors pas à l'animal mais au propriétaire. Plutôt c'est le propriétaire de l'animal qui devrait avoir les choix de ce qu'il souhaite faire. Que vous choisissez ça ou non, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas votre animal. Mais l'important c'est d'avoir les choix. Mais pas pour l'animal, pour les propriétaires. Pour nous en fait, pour pouvoir vraiment vivre ça dans les meilleures conditions. Pour certains, le fait de passer au crématorium ou de récupérer les cendres permet de faire son deuil, et le plus souvent de reprendre un nouveau compagnon. Mais pour d'autres, le processus s'avère autrement plus douloureux. Marie Lavanchy a fait incinérer Ficelle, sa petite chatte, après 17 ans d'une relation fusionnelle. Au sortir du crématorium, elle pense avoir passé un cap décisif, mais elle se trompe. Le plus dur, ça a été le retour à la maison, finalement. Parce qu'on le cherche. Parce qu'elle et moi, on se cherchait dès qu'on rentrait. Et les premiers jours, j'ai continué à faire comme si elle était là, finalement. J'ai continué à lui parler, J'ai pas changé mes rituels, finalement. J'avais beaucoup de rituels avec elle et je les ai gardés. J'ai eu besoin pendant plusieurs jours. Il m'a fallu encore quelques semaines pour lâcher certaines habitudes avec elle, ne serait-ce que d'aller faire des courses pour elle. Ou voilà, je vivais beaucoup en fonction d'elle, donc c'est aussi difficile après de réaménager le quotidien sans elle. 10 mois sont passés. Malgré la présence de son mari et d'amis qui la soutiennent, Marie n'arrive toujours pas à combler l'absence de Ficelle. Tous les jours, elle continue à lui rendre hommage sur le petit autel aménagé dans sa chambre. Une petite urne et une touffe de poils lui rappellent son chat, mais l'appartement recèle de nombreux autres souvenirs. J'ai presque tout gardé finalement. J'avais besoin qu'elle soit encore ici, parce que le deuil n'est pas fait et que je ne pouvais pas me résoudre à jeter toutes ces affaires et à me dire que voilà, non seulement elle était partie, mais qu'il n'y avait plus rien d'elle finalement. J'ai besoin d'avoir ces affaires autour de moi. C'est un gros manque. Bonjour Emmanuel Guabo. Bonsoir. Vous êtes socio-anthropologue, vous enseignez dans de nombreuses universités et hautes écoles qu'on ne va pas toutes citer, et vous êtes un spécialiste du lien homme-animal. Alors on voit que ce n'est pas une mince affaire de faire le deuil de son animal de compagnie. Ça vous étonne ces témoignages? Certains diront c'est un animal quoi. C'est vrai que cette question du deuil, elle est profonde, ne serait-ce entre êtres humains, on a déjà du mal à faire ce deuil et puis à en parler, c'est quelque chose d'émotionnellement profond. Mais concernant l'animal, ça l'est tout autant, finalement, on le voit bien dans le reportage.
Et c'est vrai que j'avais fait une interview pour le Chien Magazine, donc de la fondatrice de Funéradog, qui me disait justement qu'effectivement pour les gens c'était une libération de pouvoir enfin exprimer finalement leurs émotions, leurs sentiments, leur sensibilité par rapport à leur animal de compagnie, grâce à l'accompagnement qu'elle propose. On ose plus le dire maintenant, peut-être qu'on a cet attachement presque comme avec un membre de sa famille. Je crois qu'il y a une évolution. C'est vrai que les études sont peu nombreuses sur le sujet pour l'instant encore, mais c'est vrai qu'il y a une évolution aussi dans le deuil et la manière de faire le deuil chez les humains. Et je trouve intéressant de voir que finalement peut-être Funéradog, en tout cas en Suisse, c'est une forme de prolongement de cette évolution. On parle beaucoup de bricolage autour des inventions qui sont faites pour les mises en scène du deuil à l'heure actuelle. On n'est plus tellement finalement dans forcément cacher le deuil, mais plutôt le réinventer à travers les réseaux sociaux, à travers des formes diverses et variées finalement de mise en scène urbaine. Alors cette évolution, on va en parler avec vous aussi, Éric Baratet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire à l'Université de Lyon et vous êtes historien des animaux. C'est nouveau ça comme discipline Ou elle a été inventée pour vous? Puisque je travaille depuis 30 ans là-dessus, mais disons que c'est nouveau dans le sens où l'intérêt pour cela, pour les animaux, pour leur histoire ou la sociologie, etc., est tout à fait récent. Et d'ailleurs, les crématoriums, c'est relativement récent? Oui, ça s'est développé à partir des années 90. Et c'est très intéressant parce que c'est totalement parallèle à l'explosion de la crémation pour les humains. C'est vraiment là aussi dans la même tendance. Oui, on est dans la même tendance. De la même manière, d'ailleurs, c'est plus ancien parce qu'on voit déjà au XIXe siècle se développer un phénomène d'inhumation individuelle de certains chiens, notamment les chiens de compagnie, qui va aussi avec l'inhumation individuelle des hommes, puisqu'auparavant on était dans des fosses communes, et à partir du XIXe siècle, on a des tombes individuelles. Mais on le voit aussi apparaître pour les animaux. Oui, alors on ne le voit pas dans le reportage, mais il y a effectivement un jardin du souvenir qui n'est pas loin du crématorium à Lausanne, où on peut aller déposer les cendres de son animal. Oui, et c'est important d'ailleurs pour que les gens puissent revenir régulièrement. Dans les cimetières d'animaux, on voit aussi le phénomène de Toussaint, c'est-à-dire que les gens viennent à Toussaint, fleurir la tombe, déposer des choses, des objets. Donc on a une espèce là aussi d'imitation ou de décalque de ce qu'on fait pour les hommes. Est-ce que ça veut dire, Emmanuel Goibaud, qu'on a besoin de ritualiser là aussi le lien avec l'animal, de faire quelque chose qui est de l'ordre des rituels humains ? Quand vous dites rituel, moi, ça me fait penser en fait à règles sociales, à normes de fonctionnement. Et c'est vrai que dans toutes les sociétés humaines, finalement, on a ces normes de fonctionnement qui nous aident à vivre au quotidien. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas tant de différence, on revient encore à ça, c'est-à-dire qu'il y a une similitude finalement entre ce qu'on fait pour les humains et ce qu'on fait pour les animaux qui sont les plus proches de nous, en tout cas, finalement. Donc en termes de normes, ensuite, c'est vrai qu'il y a des évolutions. Et cette idée de créer des rituels pour les humains, dans le cadre des funérailles, vous aviez une émission qui parlait de cette société Thanatos et Ennemis. C'est vrai que finalement, on peut penser aussi que peut-être Funéradog ou d'autres sociétés vont développer des services qui iront jusqu'à proposer ces rituels, puisqu'on voyait que la dame de Funéradog, finalement, ne les proposait pas. Mais est-ce qu'on ne va pas un petit peu trop loin, finalement? Est-ce que ça fait du bien aux humains, on est d'accord? Les animaux, est-ce que franchement ça fait une différence pour eux? Pour eux, sans doute pas. Mais à partir du moment où on les intègre de plus en plus dans la famille, et on les considère maintenant depuis une 30-40 ans comme les enfants de la famille, il est normal, entre guillemets, que ce genre de pratique se développe. Ça va avec l'intégration. Alors, c'est à la fois... Cette histoire de deuil, c'est à la fois la libération des émotions pour certains, et puis pour d'autres, c'est une création d'émotions, parce qu'on voit très bien comment, jusque vers 1950, pour beaucoup de gens, voir mourir un animal n'entraîne pas de peine ou n'entraîne pas de deuil. Alors, certains ont un deuil et n'osent pas l'exprimer, mais ce qu'on voit apparaître donc depuis 30-40 ans, c'est finalement un deuil qui s'exprime un peu d'une manière unanime, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et en termes de rituel, peut-être on peut rajouter quelque chose, c'est-à-dire comment on appelle ça, la taxidermie pour les animaux de compagnie. Et c'est vrai que ça se pratique aussi. Je ne peux pas dire que c'est une tendance qui se développe, mais ça existe toujours. Et c'est vrai que par rapport à cette idée que finalement, pour l'animal lui-même, ça fait peut-être pas grand-chose, le rituel. C'est vrai qu'il peut y avoir par contre une transmission.
si jamais j'avais un chat puis qu'il devait décéder, peut-être si j'avais un chat ensuite à nouveau, je lui parlerais de ce chat-là et je pourrais lui montrer, le mettre taxidermisé. Tout à fait, le mettre en relation. Alors, excusez-moi, mais ça s'est beaucoup pratiqué au XIXe siècle. Oui, mais pourquoi particulièrement ? Pour les animaux de compagnie, dans la bourgeoisie, à l'époque où il n'y avait pas encore de cimetière, à l'époque où on ne voulait pas que son animal de compagnie finisse à la décharge ou à la rivière ou dans un trou, etc., on le faisait naturaliser. Avec le problème, c'est que c'est bien beau tant qu'on est vivant, mais ensuite les héritiers ne savent pas quoi en faire. Hein. Donc la dépouille finit à la poubelle, elle aussi. Hein. Oui, mais c'est intéressant, ça veut dire que ça ne date pas d'hier. Et puis, c'est vrai que la question de l'équarrissage... Alors, en préparant cette émission, je me suis rendu compte que des tas de personnes ne savent absolument pas ce qu'il advient des dépouilles, si elles ne sont pas incinérées ou si on n'a pas un petit coin dans son jardin où on peut discrètement mettre le petit chat. Donc, effectivement, la pratique, disons, standard, c'est d'envoyer les dépouilles animal à l'équarrissage. C'était. Maintenant, en Occident, enfin en France, je pense aussi en grande partie maintenant en Suisse, l'équarrissage a quasiment disparu et c'est l'incinération qui est devenue... Pour les animaux de compagnie. Pour les animaux de compagnie, bien sûr. Hein. Ouais. Pour les animaux de compagnie est devenu quasiment systématique. Mais l'équarrissage, finalement, c'était jamais que la rationalisation organisée par les vétérinaires en lien avec des sociétés d'équarrissage, ça commence au début du XXe siècle, c'est jamais que la rationalisation de ce qu'on faisait auparavant où on laissait ces animaux dans les décharges et ils étaient récupérés, par exemple, par des gens qui allaient récupérer la peau, récupérer la viande, etc. etc. Hein. Il y avait une pratique comme cela. Hein. Jules Vallès raconte très bien dans ses mémoires comment, enfant, il voudrait, dans les années 1840-1850, il voudrait enterrer son chien. Il est totalement moqué par ses parents, qui l'obligent à aller jeter le chien sur le tas d'ordures devant la maison, et ça va être récupéré par un chiffonnier, entre guillemets, qui va récupérer la peau, les os, etc. Oui, peut-être je trouve intéressant aussi par rapport à cette question du cadavre de l'animal, de quel animal on parle finalement. On dit que c'est l'animal de compagnie, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on parle beaucoup aussi des NAC, donc les nouveaux animaux de compagnie, que ce soit les petits rongeurs, mais aussi les reptiles, les araignées, les serpents. Et je trouve intéressant, du coup, peut-être, alors je ne sais pas si on élargit vraiment le débat ou pas autour de cette... Des NAC, mais pas tout. Mais... je vais pas tenir toute l'émission là-dessus, mais disons, en tout cas, je trouve intéressant sur cette idée que finalement, on peut être en relation avec des chats, des chiens, ça on est assez intuitivement d'accord là-dessus, mais comment on entre en relation avec des araignées ou des reptiles, ça paraît un petit peu contre-intuitif, mais pourtant, il y a des témoignages de ce lien très fort, aussi très affectif, avec ces êtres qui renvoient finalement encore à d'autres dimensions probablement. Éric Baraté, alors on a parlé d'irrituel, et puis quand on parle de rites, on parle souvent d'église, et en l'occurrence, vous avez écrit un livre très intéressant qui s'appelle « Des bêtes et des dieux ». C'est paru aux éditions du Cerf en 2015, c'est le sous-titre « Les animaux dans les religions ». Et là, on voit que, alors, on a aujourd'hui le rite de l'incinération, il n'y a pas encore celui... il n'y aura peut-être jamais, je ne sais pas, celui du service funèbre, donc de l'accompagnement ecclésial, au fait, pour les animaux. On en est où, là ? Non, pour l'instant, ce n'est pas du tout envisagé par le clergé. Ce que le clergé réinvente actuellement, ce sont les bénédictions d'animaux régulièrement lors des fêtes de Saint-François d'Assise début octobre. Ça, c'est en train de devenir quelque chose d'assez répandu dans le monde occidental. Mais de là à s'occuper des corps ou de la mort des animaux de compagnie, non. Pour l'instant, ça n'est pas pensé. Ben, c'est même pas pensé, c'est très intéressant votre question, parce qu'elle n'est même pas pensée au niveau des théologiens protestants ou catholiques les plus avancés dans la question animale. Hein, ils veulent bien parler d'une résurrection. C'est quelque chose, d'une résurrection des animaux au jugement dernier. Le pape François, dans son encyclique Loué sois-tu, l'admet tout à fait. Mais de là à penser la vie, la mort individuelle et la survie individuelle de l'animal, pour l'instant, ils n'en sont pas là. Mais alors, si le pape François admet la résurrection des animaux, ça veut dire que la question de est-ce que les animaux ont une âme, elle est réglée. Oui. Ah, mais elle a toujours été réglée dans le sens où... Alors, la question complexe, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, hommes et bêtes ont une âme, et manifestement, elle est de même nature.
Et ce n'est que petit à petit, à partir de la fin des livres les plus récents de l'Ancien Testament, puis ensuite dans le début du christianisme, avec les pères d'Église, des pères d'Église gagnés à la philosophie grecque, qu'on va mettre en place une différence entre l'âme de l'homme spirituelle, intellectuelle, raisonnable et immortelle, et l'âme de l'animal matériel, mortel. Mais ça n'est pas dans la Bible. Ça a été mis en place petit à petit et c'est devenu presque une évidence. Alors cette idée d'âme des animaux, elle a tout le temps été là, sauf à une période, c'est la période cartésienne, entre 17e et 18e, 19e siècle, où là, une partie des églises ont refusé cette idée d'âme. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on est dans des sociétés où il y a une diversité religieuse aussi du fait de la diversité des cultures. Et je m'étais intéressé à cette approche des religions pour le Chien Magazine. Donc j'avais rencontré des représentants. Oui, c'est un magazine qui vaut le détour. Il y a des représentants donc, de la foi hindouiste et bouddhiste avec lesquels je me suis entretenu. Et c'est vrai que pour le coup, c'est vrai que c'est une autre approche aussi de l'âme et puis du rite funéraire. Et donc pour eux, c'était pas tout à fait inconcevable qu'on puisse effectivement accompagner le chien ou le chat dans son départ. Et notamment, j'ai entendu des témoignages de lecture du livre des morts tibétains qui accompagnent l'âme, donc à la fois pour les humains ou pour les animaux, peu importe. Et justement, oui. Alors, si on sort de l'Occident, il y a des rites funéraires pour des animaux au Japon. Ah voilà. Et notamment, par exemple, pour les animaux de l'empereur. Les animaux de l'empereur ont ce rite funéraire à leur mort et ils sont accompagnés, il y a des prieurs pour eux. Ce n'est pas pour tous les animaux, pour quelques animaux, mais c'est possible dans cette... de haut rang. C'est un peu comme dans l'Égypte ancienne, en quelque sorte. Non oui, dans un sens, oui. Mais alors, vous parliez justement de ces religions asiatiques où il y a une place véritablement qui est faite à l'animal. A contrario, on a longtemps reproché à l'Occident chrétien d'être responsable de la domination sur la nature, sur les animaux. Aujourd'hui, vous voyez ça comment, l'évolution ? Alors, cette idée de christianisme imposant une domination sur l'animal, c'est vrai, mais c'est une version du christianisme. C'est pas le christianisme avec un grand C. Et ce qu'on voit se développer, ça a commencé au XVIIIe siècle, mais là, depuis 30, 40 ans, c'est vraiment très fort, c'est la mise en place d'une autre version du christianisme qui reprend en compte des versets qu'on avait totalement oubliés, ou qu'on avait déformé. Et on essaye donc, ça a commencé chez les protestants, maintenant c'est repris par les catholiques, on l'a vu avec le pape François, on essaye donc de les intégrer dans la religion, et par exemple de parler d'une espèce d'itinéraire religieux de l'animal qui a subi le péché originel comme l'homme et qui devra bénéficier de la résurrection comme les hommes. Emmanuel Guabo, il y a quelque chose qui est frappant quand même, moi je me suis dit ça en regardant le reportage, c'est qu'on prend grand soin de la dépouille de son animal de compagnie. En revanche, ce qu'il advient de la carcasse du bœuf qu'on a dans son assiette ou de son poulet, ça nous importe assez peu. Cette distinction entre animaux de compagnie, animaux d'élevage, pourquoi est-ce qu'on fait cette distinction-là finalement ? Pourquoi tous les animaux ne se valent pas ? Alors ça, c'est vrai qu'il y a une part... Je pense que je n'ai pas toutes les réponses à cette question, moi et les chercheurs qui se la posent, mais oui. C'est vrai qu'en tout cas, il y a une part d'arbitraire quand on regarde les différences entre les cultures. C'est vrai qu'on peut s'étonner du fait qu'on puisse manger du chien dans certaines cultures, et chez nous, ce serait vraiment l'acte de barbarie par excellence. Mais pour autant, c'est vrai qu'on a besoin de faire des catégories. Alors ce besoin, il peut s'expliquer de plusieurs manières. Ce que je trouve peut-être intéressant à mentionner, c'est le fait en tout cas que les animaux de compagnie, par exemple, ne sont pas choisis n'importe comment et vont refléter aussi une certaine catégorisation, une certaine vision de la société qu'on peut avoir, une certaine appartenance à certains groupes sociaux. Quand on choisit un chihuahua ou un pitbull, c'est pas le même compagnonnage et c'est pas la même image qu'on propose finalement aux gens qui nous regardent. Éric Baratet, est-ce que aussi cette distinction entre les animaux d'élevage et les animaux de compagnie est en train de s'atténuer ? Il y a quand même tous ces mouvements pour le végétarisme, voire le véganisme, parce que là, il y a une sensibilité qui change. Oui, on voit bien que c'est en train de s'atténuer. D'ailleurs, les scandales sur certains abattoirs ces images-là n'auraient absolument pas fait scandale il y a 40-50 ans. Vous croyez ? C'est pas parce qu'on ne les a pas vus ?
Ah non, il y a eu un film après 1945 sur les abattoirs de la Villette, qui a été un film assez célèbre. Il a été connu, mais il n'a pas déclenché le scandale actuel. Il y a une modification des sensibilités très nette, parce que justement, on est en train de reporter de l'animal de compagnie vers l'animal de rente. Cette sensibilité. Alors c'est vrai que vous posiez la question de la distinction, mais en fait parce que c'est le résultat de deux évolutions très différentes en Occident. Il y a eu une évolution de chosification, de réification de l'animal à partir du XVIIe, XVIIIe siècle avec le cartésianisme, l'animal-machine. Ça a été repris par la révolution industrielle. On parlait du moteur animal. Et on a fini comme ça aux élevages industriels. Et parallèlement, à partir du XVIIIe siècle, vous avez une entreprise de réévaluation des animaux qui commence par les animaux de compagnie. Et le XXe siècle est effectivement marqué par une distinction très forte entre animaux de rente, animaux de compagnie. Mais on voit bien que c'est en train de se combler. Et à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on a cet animal frontière qui est le cheval, qui est entre l'animal de rente et l'animal de compagnie. Alors c'est dû aussi au développement de l'équitation et puis à certaines sensibilités dans les formes d'équitation qui sont pratiquées aujourd'hui. Mais c'est vrai que dans certains contextes, il est considéré comme un animal de compagnie. Et on sait que dans certaines cultures, on ne mange absolument pas de cheval. Enfin, de nouveau, comme vous disiez, en fait, parfois on mange du chien, le cheval. En Grande-Bretagne, ça ne se mange pas, quoi. Vous me disiez au téléphone, on est presque même en train de changer de paradigme, c'est-à-dire dans notre relation aux animaux, vous parliez d'une vision prométhéenne, d'une vision dionysiaque. On est vraiment à un tournant. Oui, c'est une vision des imaginaires sociaux que je trouve assez parlante. C'est cette idée que la vision de la modernité, finalement, de l'esprit des Lumières, pourrait être métaphorisée par ce courant prométhéen ou apollinien, disons, avec les lumières de la raison, tout simplement, et puis le développement des sciences modernes, le recul de la religion qui est concomitant. Et puis, en contrepartie, il y a des valeurs qui sont mises de côté. Ces valeurs peuvent être qualifiées de dionysiaques avec Nietzsche et puis d'autres penseurs. Et ces valeurs dionysiaques, finalement, sont des valeurs qui tendent à une reconnexion vers la nature, notamment vers la bestialité, l'animalité. Et c'est vrai que cette tendance des sensibilités vers plus de zoocentrisme, comme on pourrait le dire, peut-être avec certains chercheurs, c'est vraiment cette idée de se reconnecter finalement plus profondément avec d'autres mondes que les mondes humains, ou des mondes animaux auxquels on va pouvoir s'intéresser vraiment en propre. De l'anthropocentrisme au zoocentrisme. Je vous remercie beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Et je signale encore un autre livre que vous avez publié, Éric Baratet. Ça vient de sortir. Ça s'appelle Biographie animale. C'est un livre dans lequel vous brossez un peu le portrait d'animaux stars. C'est très plaisant à lire et c'est paru aux éditions du Seuil. Très bon livre. Et si vous souhaitez réagir à cette émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou alors poster un message sur notre page Facebook. La semaine prochaine, nous plongerons dans les bras de Morphée pour explorer les rêves qui peuplent nos nuits. Et oui, car nous rêvons tous, même si certains d'entre nous ne s'en souviennent jamais. Et notre guide dans ce voyage onirique sera l'ethnopsychiatre Toby Nathan. Rendez-vous samedi prochain. D'ici là, passez une excellente semaine.